Jean-Louis, ce dimanche a lieu le Grand Prix d'Europe, une première en Azerbaïdjan. Mais d'ailleurs, première question, pourquoi le Grand Prix d'Europe? Pourquoi a-t-on créé un Grand Prix d'Europe? Alors, il y a au moins deux bonnes raisons à cela. La première, c'est que les équipes ont beaucoup poussé Bernie Ecclestone à imposer un 21e Grand Prix. Parce qu'à 20 Grands Prix, il y avait 4 moteurs seulement pour la saison de Formule 1 cette année. Avec un 21e Grand Prix, il y avait 5 moteurs possibles. Et donc, ça les aidait beaucoup parce que la fiabilité des moteurs hybrides est encore un petit peu mise à mal par certains circuits. La deuxième raison, c'est qu'il fallait que le Grand Prix soit, ce 8e Grand Prix, soit en Europe. C'est le contrat. Sauf qu'en Europe, on a souvent des Grands Prix historiques qui payent le plateau, alors je vais dire entre 10 et 12 millions d'euros, le plateau, la venue des Formule 1. Quand vous allez en Azerbaïdjan, même si le baril de brut a baissé, les pétrodollars sont là et on peut vendre le plateau de Formule 1 bien plus, peut-être 4 ou 5 fois plus que sur un Grand Prix historique en Europe. Et donc ça joue. Et alors Bernie a trouvé que l'Azerbaïdjan, qui réclamait un Grand Prix depuis longtemps, trouvait que l'Azerbaïdjan c'était juste à la ligne de fracture entre l'Asie et l'Europe. C'est vrai, un peu, mais pas beaucoup. C'est déjà à l'est de la Turquie. Vous voyez, déjà la Turquie, c'est la limite de l'Asie et de l'Europe. Bref, ça s'est fait comme ça. Et voilà pourquoi on a un Grand Prix d'Europe en Azerbaïdjan. Donc ça sera sur le circuit de Bakou. On le dit très prometteur. Quelles sont les particularités de ce circuit? Alors d'abord, on le dit prometteur parce que c'est Hermann Tilke, qui est l'architecte de la Formule 1 moderne, des circuits modernes, qui l'a concocté. Mais le pauvre Tilke, il est obligé de tenir compte du fait que Bakou est une ville à la fois historique, je dirais presque un village, il y a un château fort, hein. On passe à ça en F1. Et puis de l'autre côté, il y a les grandes avenues d'un quartier moderne comme la Défense. Donc il y a de tout dans ce circuit. Moi, je le trouve prometteur, c'est vrai. Et puis, je pense que les circuits nouveaux sont toujours propices à des batailles extraordinaires parce que les équipes, quand même, malgré les simulations, le découvrent. Mais d'un autre côté, il y a une ligne droite qui fait plus de 2 km. Et ça, moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas pour des raisons de compétitivité. Ça ne me plaît pas parce qu'on va mettre des DRS peut-être à 2 ou 3 voitures de front et que je trouve ça très dangereux. Mais bon, on va voir. Ça peut être prometteur, c'est vrai, mais il faut avoir des voitures vraiment réglées très vitesse de pointe, parce que dans cette ligne droite, eh bien, il y aura des dépassements sûrement. L'autre particularité, c'est que c'est un circuit qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça peut être plus fatigant qu'un circuit normal. Jean-Louis, on parle d'une ligne droite de plus de 2 km. À qui va finalement profiter cette ligne droite pour les dépassements? La vitesse de pointe, ça va être pour qui? Eh bien écoutez, on va se servir quand même de ce qui s'est passé au Grand Prix du Canada, qui est un Grand Prix un peu comme celui-là de l'accélération et de freinage. C'est-à-dire la puissance moteur joue son rôle. Et on a vu quand même que s'il n'y avait pas eu de problème de pneus, ben chez Ferrari, ils avaient quand même récupéré pas mal de VMAX. C'est pas mal hein, par rapport aux Mercedes. On va voir si Renault peut jouer son rôle. Ils ont été très perturbés, Renault, je parle du moteur Renault sur la Red Bull, hein, naturellement, pas sur la Renault, qui a beaucoup de difficultés. Le moteur Renault sur la Red Bull, ils ont été perturbés par plein de choses, notamment l'appui aérodynamique très fort de la Red Bull, qui n'est jamais bonne en vitesse de pointe. Donc je pense que ça peut se circonscrire entre Ferrari et Mercedes, mais je le répète, c'est un circuit à surprise, car personne ne le connaît parfaitement sur le bout des doigts. Donc on verra bien ce qui va se passer. Jean-Louis, il y a également une autre épreuve importante ce week-end, c'est les 24 heures du Mans. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelques heures du départ? Alors déjà, à l'heure où nous faisons cet entretien, la première séance d'essai, puis la première séance de qualification a eu lieu, hein, c'était hier soir, et on voit que les deux Porsche tiennent la première ligne, devant une deuxième ligne complètement Toyota, et une troisième ligne complètement Audi. Alors, on peut dire d'une certaine façon que Audi a redressé la tête, mais enfin là, sur cette première séance de qualification, il y a des différences importantes. Il y a 1 seconde à peu près entre les Porsche et les Toyota, mais il y a 3 secondes entre les Porsche et les Audi. Si ça reste comme cela, ça veut dire que les Audi seront à la peine. Mais on en est à la première séance de qualification. Le Mans, c'est une course absolument sensationnelle. Il faut bien comprendre que c'est l'une des 3 plus grandes courses dans le monde. J'y ajouterai les 500 miles d'Indianapolis et le Grand Prix de Monaco, et seuls quelques rares pilotes dans le monde ont réussi cette triple couronne, c'est-à-dire gagner partout. Pourtant, c'est tout à fait curieux. Ce qui est intéressant dans le Mans, c'est que là, pour l'instant, l'affiche repose sur 6 voitures. 6 voitures sur 60, 10%. 2 Porsche, 2 Audi, 2 Toyota. Mais derrière, il y a des bagarres formidables. Et puis, il y a cette espèce d'amalgame de toutes les voitures, les GT, les Sport Proto, ce qu'on appelle les LMP1, les LMP2 qui sont très nombreuses. Il y a un plateau extraordinaire. Donc c'est une course à rebondissement permanent.
Et généralement, à la fin, on compte les voitures qui ont cassé, hein, parce que ça reste aussi un banc d'essai pour la voiture de série. Et donc on va voir qui de Porsche, Toyota ou Audi emportera la victoire.